société qui a tendance à oublier trop facilement les plus vulnérables. Les personnes en situation de handicap ne souffrent pas seulement de leur incapacité physique, sensorielle ou mentale, elles souffrent aussi parfois de l'indifférence. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident. Le Sénégal, pays de plus de 18 millions d'habitants, compte plus de 2 millions de personnes en situation de handicap. Cette couche vulnérable représente 7,1% selon l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie, 15% selon l'OMS. Une frange importante de la population sénégalaise, mais qui fait face à plusieurs défis. Alors que l'accessibilité est un droit fondamental, les personnes handicapées continuent de faire face à un environnement urbain hostile, rampes d'accès inexistantes, transports en commun non adaptés. Dans les rues animées de la capitale sénégalaise, chaque jour, ce trentenaire s'engage dans une routine unique qui attire l'attention et suscite la réflexion. Sur son fauteuil roulant, il arpente les rues avec une détermination palpable, défiant les obstacles urbains et se faufilant habilement entre les véhicules. Le contexte législatif sénégalais en matière de handicap évolue positivement depuis 2010 avec la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 15 ans après, le constat est amer. De nombreux bâtiments et infrastructures restent inaccessibles, marginalisant des milliers de citoyens. Vous pouvez même avoir des cours au niveau de 3e, 4e ou bien même 5e et vous n'allez pas, vous allez passer au niveau de ces escaliers parce que la majorité de ces infrastructures, il n'y a pas d'ascenseur. Raison pour laquelle l'autre fois même, on faisait même un cours de TD et je suis tombé des escaliers et j'ai eu un choc. Mais même actuellement, je suis dans les traitements d'OGIP. La loi d'orientation sociale a été adoptée à l'Assemblée nationale depuis 2021. L'adoption de cette loi était une très forte revendication des associations regroupant des personnes handicapées et des institutions qui s'investissent dans la défense et la promotion de leurs droits. Celle-ci aborde plusieurs points, parmi lesquels l'accessibilité. Cependant, plusieurs infrastructures leur sont inaccessibles. C'est le cas de la corniche de Dakar, qui est une très belle corniche, mais de Soumbedioune au Mamel, rien n'a été prévu, par exemple, pour permettre à une personne qui est en fauteuil roulant ou une personne aveugle qui a une canne de pouvoir traverser la route d'un côté à un autre. Rien n'a été prévu. Cela veut dire que donc, même si on dit que l'infrastructure est belle, c'est une infrastructure qui n'est pas inclusive. Accéder à l'éducation est un droit fondamental. Pourtant, pour les personnes en situation de handicap, notamment celles qui sont aveugles, ce droit n'est presque pas ou peu respecté. Rares sont ceux ou celles qui sont scolarisés et un nombre très restreint arrivent à l'université. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par exemple, seule une trentaine y est inscrite. Le problème principal, c'est le problème de lecture. On n'a pas accès aux bibliothèques. Le bibliothèque, c'est un format papier, et nous, on lit avec le braille ou avec des synthèses vocales. Conséquence, on n'aura pas l'accès à l'information, donc on aura un manque d'informations et d'exemples pour illustrer nos arguments. Et on n'a pas ici une salle où on peut installer notre imprimante en braille pour pouvoir, on va jusqu'à Thiès pour tirer nos papiers là en braille. On a un problème d'encadreur. C'est celui qui fait la transcription en braille. On a une seule personne. L'obtention d'un diplôme après ce parcours de combattant ne garantit pas l'accès à l'emploi. Même après l'obtention de ce sésame, la galère se poursuit.
Ils se retrouvent dans un marché du travail très serré et très concurrentiel qui ne leur laisse aucun répit, une situation à laquelle pensent déjà ces deux étudiants. Vous déposez votre candidature au niveau de certains emplois, arrivez avec des béquilles, là, vous vous sentez un peu à l'aise. Bien vrai, l'accueil est bon, mais l'insertion, ça pose problème. Les autorités devraient nous aider, de nous faciliter les concours que nous pouvons faire, de nous faciliter, de nous permettre de pouvoir réussir ces concours. Les peu de concours qu'on peut faire, permettre d'avoir une chance de réussir. Seydou Mika et Mame Thierno ont raison de s'inquiéter. Beaucoup de leurs aînés se retrouvent sans emploi après les études. 11% sont au chômage, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Kor Faye, 35 ans, est diplômé en ressources humaines. Malgré tout, il peine à trouver une entreprise qui accepte de lui offrir une chance. J'ai beau déposer dans les entreprises, mais jusqu'à présent, bon, il n'y a pas l'entreprise qui m'a appelé pour faire un stage ou bien un travail. Donc je dirais que pour trouver du travail ici au Sénégal, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est passé. Surtout si tu es une personne à mobilité réduite, c'est un peu compliqué, c'est autre chose. Parce que tout ça, ça joue. Originaire de Ndiaganiao, c'est ici au périmètre maraîcher de la zone Lender que Kor a trouvé une activité pour subvenir à ses besoins. Pour obtenir ces périmètres, ici on loue. C'est-à-dire tu vas essayer de parler avec le propriétaire jusqu'à trouver un terrain d'entente. Par exemple, s'il vous dit 200 000, vous payez 200 000 pour l'année. Ouais. Et aussi, ça paie du mois, vous payez aussi l'eau. Ouais. Après maintenant, si tu fais les calculs, tu sors les dépenses, bon, il faut garder quelque chose. L'accès aux soins de santé de qualité aussi constitue une difficulté majeure. De nombreux établissements de santé ne sont pas aux normes en matière d'accessibilité. Fauteuils roulants bloqués par des escaliers, toilettes inadaptées, absence de boucles auditives pour les personnes qui sont malentendantes ou de communication en langue des signes. Les personnes handicapées peinent à trouver leur place dans un système pensé pour des personnes sans handicap. Pour les femmes handicapées, elles rencontrent souvent de grosses difficultés parce que les tables de maternité, etc., ne sont pas toujours adaptées à leur handicap. Pour accoucher, c'est toujours des difficultés. Et le personnel soignant également n'est pas aussi toujours préparé à prendre en charge des patients handicapés. Quand nous sommes dans le cadre du counseling, par exemple, pour traiter des maladies confidentielles et graves, quand ça arrive à une personne sourde, comment le médecin peut et doit communiquer avec lui pour lui parler de sa maladie et tout en gardant la confidentialité. Le médecin doit être préparé à pouvoir communiquer avec lui sans intermédiaire. La carte d'égalité des chances lancée depuis 2015 a deux fonctions principales. L'une concerne l'identification de la personne comme étant une personne handicapée, tandis que l'autre concerne sa fonction ayant trait à l'accès aux services sociaux de base ou à la protection sociale. Ici également, le problème qui se pose, c'est que quand la personne handicapée est enrôlée, elle est seule et unique personne dans la famille enrôlée. On n'enrôle pas sa progéniture, on n'enrôle pas sa conjointe ou son conjoint, et donc ça ne change pas, de ce point de vue-là, le coût de la santé pour lui. Parce qu'il y a que si c'est que lui qui est pris en charge, c'est lui qui va être obligé de prendre en charge son épouse ou son époux, et il sera aussi obligé de prendre en charge ses enfants. Dans une société qui prône l'inclusion, les personnes en situation de handicap restent pourtant souvent victimes d'une autre forme d'exclusion, celle qui ne se voit pas toujours, mais qui se vit au quotidien. La stigmatisation de ces personnes vulnérables est une réalité profonde, nourrie par des préjugés entretenus depuis des années. Selon les croyances des familles, les personnes handicapées étaient prises comme, par exemple, certains, il fallait les surprotéger,
Pour d'autres, c'était des représentations autres qu'il fallait mettre à l'écart, etc., parce qu'elles ne comprenaient pas, ou bien tout simplement étaient associées aux pratiques culturelles des ethnies. Souvent, on disait que garder une personne handicapée dans sa famille portait malheur, etc. Donc, il a fallu lutter contre toutes ces questions-là, toutes ces pratiques, mettre vraiment au cœur des sociétés la personne, l'individu, la personne avec la différence, qui n'en fait pas moins une personne, un citoyen. Ben, c'est ceux qui ne comprennent pas encore que le handicap, c'est une déficience, qu'elle soit physique, verbale, auditive, etc. Ça reste une déficience. Donc ça n'a rien de mystique ou de mythique, ou, voilà, comme certaines communautés ont tendance à le croire. Malheureusement, on fait encore la sensibilisation à ce niveau-là. C'est pourquoi il est intéressant de mettre en exergue les modèles de réussite des personnes handicapées. Il existe des disparités régionales dans la prévalence du handicap. Selon l'ANSD, les régions de Ziguinchor et de Saint-Louis enregistrent les taux de prévalence les plus élevés, avec respectivement 9,8% et 9,7%. En revanche, les régions de Tambacounda et de Kédougou présentent les taux les plus faibles, avec environ 6%. Amadou Lamine Diouf, un parlementaire qui est aveugle, fait un plaidoyer. Il invite les autorités à agir non dans la compassion, mais dans la justice, en donnant aux personnes handicapées les moyens de vivre non pas en marge, mais au cœur de la société. J'ai beaucoup de plaidoyers pour que au moins l'accessibilité soit à la portée même de toute personne vivant de toute situation d'handicap, voilà, que ce soit moteur, visuel ou autre, de pouvoir dès l'apprentissage avoir dans son environnement voilà, tout ce matériel nécessaire et toutes ces dispositions environnementales et d'accessibilité pour au moins être comme tout un chacun. Le Sénégal est signataire des conventions sur les droits des personnes handicapées, mais dans la réalité, ces droits sont rarement appliqués. Accéder à une école, prendre un bus, trouver un emploi ou aller chez le médecin, ces gestes simples sont pourtant des épreuves difficiles pour des milliers de personnes en situation de handicap, preuve qu'il est temps d'agir, car une société inclusive ne bénéficie pas seulement aux personnes handicapées, elle élève l'humanité tout entière. Tout de suite, le décryptage présenté par Pape Martin Cellane. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'entente. Un décryptage consacré à la question des personnes en situation de handicap au Sénégal. Un sujet déjà bien campé avec le reportage que vous venez de suivre et réalisé par notre reporter Djibril Diallo. Pour parler de la question, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Moussa Thiaré. Moussa Thiaré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées au Sénégal. Exact. Bienvenue à ce plateau d'éclairage. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Nous sommes également avec Djibril Diallo, reporter à la rédaction de cette TV. Djibril, vous avez réalisé ce reportage que nous venons de suivre. En fait, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous a marqué sur le terrain en réalisant ce reportage consacré aux personnes en situation de handicap? Bonsoir, Pape Martin Cellane. Ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est les conditions, d'abord c'est le quotidien de ces personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit des étudiants, que ce soit d'autres personnes qui recherchent travail, des occupations. D'abord à l'UCAD, j'ai rencontré des étudiants qui leur statut, leur situation n'est pas en tout cas conforme à leur
milieux, que ce soit le campus social, que ce soit le campus pédagogique, puisque déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du campus social, les infrastructures, c'est-à-dire les bâtiments tels qu'ils sont construits, ne sont pas adaptés à leur situation. Donc, ils vivent un calvaire, que ce soit au niveau du campus social et au campus pédagogique également. Il y a un manque criard de matériel didactique, et surtout pour ces étudiants malvoyants. Il n'y a pas de matériel didactique suffisant et il n'y a pas aussi d'enseignants spécialisés et suffisants. Donc ce sont des maux dont ils souffrent au niveau de l'UCAD. Mais il n'y a pas de dispositions spéciales qui ont été prises pour faciliter en fait l'inclusion de ces étudiants? Il n'y en a pas parce que, comme je l'ai dit, quand il s'agit des infrastructures, par exemple, tous les amphis tels qu'ils sont construits. D'ailleurs, un étudiant que j'ai interviewé me racontait une anecdote. Un de ses camarades est une fois tombé alors qu'il allait pour faire cours. Il est tombé dans l'amphi parce que les amphis tels qu'ils sont construits ne sont pas adaptés à leur situation. Exactement. Mais en fait, au moment des interviews, en fait, quelle est la doléance qui revenait le plus souvent? C'est beaucoup, hein, je veux dire, c'est beaucoup. Mais la principale pour ce qui est des étudiants, c'est l'insertion sociale. Parce qu'ils rencontrent d'énormes difficultés après leur étude, après l'obtention de leur diplôme. C'est très difficile pour l'insertion sociale, compte tenu de leur situation. Souvent, les recruteurs, je ne sais pas si on peut le qualifier de discrimination, mais parfois, quand on voit leur état, souvent ils sont rejetés par le fait qu'ils sont dans ces situations-là. Djibril Diallo, merci. Vous restez avec nous. Moussa Thiaré, président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. En 2010, il y avait espoir avec l'adoption de la loi 2010-15 du 6 juillet 2010 portant loi d'orientation sociale. Mais 15 ans après, est-ce que cette flamme d'espoir est toujours vive aujourd'hui au niveau des personnes en situation de handicap? Oui, je me dois de préciser tout de même qu'il y a l'adage qui dit tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nos vies en tant que personnes handicapées ne peuvent pas dépendre que de la décision d'autres personnes. Mais elles vont au-delà. Nous croyons en Dieu et nous avons la forte conviction qu'un jour ou un autre, nous aurons de meilleures conditions d'existence. Cependant, il faut noter tout de même que la loi d'orientation sociale a suscité un vent d'espoir au sein et parmi les personnes handicapées, mais jusqu'au moment où l'on parle, il reste difficile de maintenir cette bonne ambiance qui avait au début, qui nous habitait au début. Pourquoi? Pour preuve, un résumé, la loi d'orientation 2010-15 du 6 juillet 2010 comporte 15 textes réglementaires. De 2010 à nos jours, ça fait 15 ans. À ce jour, on n'a pris que 2 décrets visant 3 dispositions de cette loi. C'est le décret 1038 qui a pris en charge l'article 3, c'est la carte d'égalité des chances, et l'article 16, l'éducation spéciale. Puis il y a le décret 1236 qui concerne le programme national de réadaptation à base communautaire. Ce qui veut dire qu'il reste 8 décrets à prendre et 4, si vous voulez, arrêtés interministériels. C'est le résumé. L'autre chose, pour résumer cette loi, c'est que le programme phare dans cette loi, c'est la carte d'égalité des chances, que nous connaissons tous. À ce jour, on est à environ 100 000. Peut-être nous allons revenir sur ça. Mais comment expliquer en fait le fait que 15 ans après, il y a toujours des décrets et des arrêtés qui ne sont pas encore effectifs, et puis ça empêche aux personnes handicapées de bénéficier totalement de cette loi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est l'approche que les autorités ont jusqu'ici prise par rapport aux personnes handicapées. Pour certains, une loi existe et les affaires des personnes handicapées sont réglées, ce qui n'est pas le cas. L'autre chose, c'est que nous savons tous que entre 2010 et nos jours, il s'est passé beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Je veux dire, il y a eu la Covid, il y a les instabilités au niveau politique, nous avons eu beaucoup d'élections et pendant tous ces moments,
on est en situation d'urgence. Généralement en situation d'urgence, les besoins des personnes handicapées sont dilués dans les besoins de la masse. Ce qui veut dire forcément qu'on les oublie. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit du plaidoyer fort et structuré que la Fédération sénégalaise est en train de mener, il reste entendu que le vécu quotidien des personnes handicapées jusqu'ici laisse toujours à désirer. Oui. En fait, l'une des mesures phares de cette loi de 2010, en fait, c'est la carte d'égalité des chances. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement cette carte, à quoi elle sert et comment elle facilite la vie des personnes en situation de handicap? En temps normal, cette carte est un mécanisme de protection sociale qui a deux fonctions essentielles. La première fonction, au départ, c'était pour l'identification des personnes handicapées. C'est pour savoir combien de personnes handicapées on compte au Sénégal, combien de femmes, d'hommes, d'enfants, etc. et les localiser. La deuxième fonction, c'était des services visés. Il y a au bas mot 8 services visés, parmi lesquels il y a la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, le transport, l'assistance personnelle, etc. Et même l'accompagnement financier. Mais le constat, c'est que à ce jour, on est à environ près de 80 000 cartes réalisées. Si on y ajoute les certificats de handicap, on tourne vers 100 000. Mais les deux fonctions qui étaient visées au départ ne sont pas atteintes. Même pas parce qu'en termes de réalisation, on est à environ 7% de réalisation. Et la carte ne permet pas d'identifier les personnes handicapées. D'ailleurs, le défi majeur pour nous, c'est justement cette maîtrise des données statistiques pour les personnes handicapées. Parce que c'est avec cette maîtrise que nous pourrons éventuellement penser à une allocation conséquente de ressources devant servir à prendre en charge nos besoins. Le deuxième aspect, c'est que les services visés, j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, il y a quelques services qui sont pris en compte. Je veux dire, la bourse de sécurité familiale, par exemple, qui est un service arrimé à la carte. Nous avons quelque part le transport, entre autres, mais il faut noter que ce qu'on attendait sincèrement de cette carte n'est pas encore effectif. Oui, déjà en 2023, lors de la 16e conférence des États partis sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Sénégal avait pris l'engagement avec un objectif de 400 000 cartes de 2022 à 2026. Aujourd'hui, on est à 100 000. Mais est-ce qu'on peut dire que cet objectif peut être atteint vu le rythme de délivrance des cartes d'égalité des chances? Oui, difficilement. Il sera atteint difficilement. Même s'il y a des efforts, comme je l'ai dit, parce qu'il y a une sorte de décentralisation de la production de la carte, mais aussi la possibilité pour les personnes handicapées de disposer d'un certificat de handicap. Mais le problème majeur, comme je l'ai dit, il sera difficile d'atteindre cette carte pour une raison très simple. Même s'il y a cette décentralisation-là, la logistique n'est pas là, les ressources humaines aussi ne répondent pas. Mais il était question de digitalisation de la délivrance des cartes, de même que du certificat de handicap. Est-ce que ce projet est en cours ou bien... Oui, c'est en cours, c'est en bonne voie d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a une possibilité de connaître un bon fulgurant quant à la production de cette carte. Mais l'essentiel pour nous, c'est justement l'effectivité des cartes. Vous savez, au Sénégal, si je m'en réfère à l'ANSD, on est à 7,3%. Ça veut dire exactement 1 323 226 personnes handicapées au Sénégal. Et c'est un nombre à minima. L'idée aurait pu être l'effectivité de toutes les cartes, de tous les services pour au moins les 80 000 personnes handicapées qui disposent de la carte d'égalité des chances. Au moins ça aurait pu être un élément pour pouvoir mettre le doigt sur une réalisation concrète. Ce qui n'est pas, pour le moment, ce qui n'est pas le cas. On réalise des cartes, c'est vrai, mais les services visés par cette carte ne sont pas effectifs. D'accord. En fait, l'Organisation mondiale de la santé considère en fait le handicap comme un phénomène transversal qui va même au-delà des problèmes de santé. Mais aujourd'hui, est-ce que les autorités sénégalaises sont conscientes de la transversalité de la question du handicap? Oui, je le pense, sincèrement, et je m'en veux pour preuve l'agenda national de transformation. Je sais que dans cet agenda, il y a une forte présence de la question du handicap. Quoique,
dans nos réflexions par rapport à notre contribution à ce référentiel, nous avons noté quand même il y a lieu d'améliorer la question de l'inclusion des politiques publiques. Parce que nous sommes conscients que c'est la seule voie qui puisse permettre aux personnes handicapées de connaître un sort meilleur. Vous savez, depuis très longtemps, le handicap a été considéré comme une question médico-sociale. Ça veut dire que les gens pensent que quand on parle de handicap, on fait référence à une maladie, que les personnes handicapées sont malades, que les personnes handicapées sont impassibles, que les personnes handicapées sont des personnes à assister. Cet état de fait fait que dans les interventions, les gens mettaient l'accent sur l'assistance des personnes handicapées. Comment faire pour leur octroyer des vivres, etc. Et on ne pensait pas à une inclusion des politiques publiques. Et là, avec l'avènement de la Convention des droits des personnes handicapées et la loi d'orientation sociale, la donne forcément a changé, en tout cas sur le plan juridico-institutionnel. Mais il reste entendu qu'il y a un plaidoyer fort à faire et nous sommes dans ce travail-là d'ailleurs, nous au niveau de la fédération, parce que nous avons réalisé un document de plaidoyer pour une contribution au référentiel Vision 2050 en vue de garantir l'inclusion des politiques publiques dans toute leur diversité. Vous l'avez dit, en parlant de transversalité du handicap, cette question est d'autant plus importante que dans la loi d'orientation sociale, nous y avions réfléchi depuis très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé la mise en place d'une haute autorité. Et c'est l'article 48 de la loi d'orientation sociale qui parle de cette haute autorité-là, devant servir de cadre de coordination, mais aussi d'impulsion pour rendre les politiques publiques inclusives et se situer à un niveau supérieur par rapport au ministère. Parce que comme vous le savez, moi par exemple, je suis président de la Fédération sénégalaise depuis 2023. C'est-à-dire que je suis à 2 ans presque et demi de mon mandat. Lorsque nous sommes arrivés, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a dégagé une vision qui s'appelle le handicap, un critère qualité pour le développement durable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que la question du handicap ne saurait plus être une variable dans les discours des décideurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau territorial. Mais il faudrait qu'on puisse considérer le handicap comme étant une unité de mesure et de mesure de qualité. C'est-à-dire que, je donne un exemple concret. Pour parler d'éducation, on ne peut pas garantir l'éducation pour tous. On ne peut pas garantir une éducation effective si le critère handicap n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'éducation au Sénégal. C'est ça qu'on appelle critère. Et c'est la même chose pour la santé, et c'est la même chose également pour l'emploi, le transport, etc. etc. On a vu qu'en décembre dernier, la fédération a tenu un atelier portant sur l'amélioration de l'inclusion et l'accessibilité même des contenus au niveau des médias. Est-ce que vous avez des assurances par rapport à cette thématique avec le patronat de la presse sénégalaise? Non, jusqu'à ce jour, on n'a pas d'assurance en tant que tel, mais notre rôle, c'est d'alerter. Notre rôle, c'est de dire que, attention, nous qui sommes des personnes handicapées, nous avons déjà ce qu'on appelle la déficience. En début de cette déficience, nous sommes en train de tirer notre épingle du jeu. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont des sujets à risque, qui peuvent à tout moment être personnes handicapées. Si on ne prend pas en compte la question du handicap au niveau des médias, comme dans tous les secteurs, on ne garantit pas la résilience de notre société. Pourquoi? Parce que demain, si quelqu'un a une déficience quelconque, automatiquement, on va l'exclure de la société. Je donne un exemple. Vous travaillez ici. J'ai fait 4 étages pour y arriver. Demain, si par malchance, quelqu'un de la boîte a un malaise quelconque, un problème de pied, un problème d'ouïe, un problème de vision, il peut difficilement accéder ici. Et l'idée aussi, c'était de voir, par rapport à ce séminaire justement, la représentation des personnes handicapées au niveau des médias. Généralement, quand on présente une personne handicapée au niveau des médias, on met plus l'accent sur l'appareil qu'utilise la personne handicapée que sur la personne. C'est-à-dire qu'on fait disparaître dans le plan, si c'est à la télévision, on fait disparaître la personne en mettant un zoom sur son fauteuil roulant, sur sa canne blanche ou sur son appareil auditif. Là, c'est déshumaniser la personne.
L'autre chose, c'est que dans les ligues éditoriales, vous verrez rarement, à part la Semaine nationale du handicap, les médias traitaient de la question du handicap. Pourtant, c'est une question d'intérêt national. La preuve, vous avez vu les événements qui sont passés entre 2021 et 2024. Il y a beaucoup de personnes handicapées. Chaque jour, vous voyez des accidents. Il y a beaucoup de personnes handicapées. Comment faire pour adresser ces phénomènes, en plus de la sensibilisation qu'on doit faire, mais comment faire pour garantir ce qu'on peut appeler le retraining, c'est-à-dire la reconversion. Si une personne handicapée par malchance et une personne dans le cadre de son travail a une déficience quelconque, comment faire pour que cette personne ne perde pas son emploi, mais surtout comment faire pour garantir l'emploi aux personnes handicapées et ne pas les considérer comme étant des personnes qu'il faut nécessairement aider. Et cela se reflète dans les discours. Vous avez des énoncés réducteurs. Car, par exemple, on entend personnes vivant avec un handicap. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'intervention va être de l'assistance. On entend personne porteur de handicap. Ça veut dire que c'est une personne qui constitue un fardeau, en quelque sorte, pour la société. Or, ces appellations-là, tous concourent à une stigmatisation très poussée des personnes handicapées. Voilà. Tout à fait. Moussa Thiaré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. Djibril Diallo, merci. Merci beaucoup, Pape Makhtar Sylla. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Pape Makhtar Sylla, merci. La musique principale des forces armées est un dispositif important de l'armée nationale qui participe à la sauvegarde du patrimoine culturel et militaire du pays. Le Sénégal est un exemple en Afrique de l'Ouest dans le domaine de la formation militaire et surtout dans la mise en place de musique militaire. Depuis plus de 60 ans, ces fanfares présentent une image rayonnante de leur armée. Ousmane Ba et Issa Pouye, reportage. Le monde militaire n'est pas qu'armement, tactique de guerre et stratégie de défense. C'est aussi un monde de culture musicale, où la mélodie, à la fois classique et folklorique, trouve une base harmonieuse dans les orchestres dédiés. Au Sénégal, c'est le chef de bataillon Cheikh Tidiane Sey qui assure le commandement de la musique principale des forces armées. Bon, moi, musique, je suis de l'infanterie, donc le commandement a jugé donc nécessaire que je prenne ce bataillon. Un homme d'infanterie, un bataillon de musique, rien d'étonnant, car la musique ne demande pas forcément plus d'aptitude préalable que de formation sérieuse. Voilà, parce que nous avons des dispositions bien avant donc ñuy ñëw fii donc ñooñu ñu lañ gën a soxla bu ñu ñëwee dañ leen reformater rek et puis voilà ñu intégrer leen ci dispositif bi. Maintenant bu fekkee am na ñoo xam ne dañ ñëw amuñu benn notion à la musique bu boobaa ñun ñoo leen di former ñun ñoo leen di encadrer. Voilà, l'encadrement ça prend du temps. Là, ça prend le temps qu'il faut pour au moins se rendre opérationnel donc nos militaires dans ce domaine-là. Voilà, donc on a des cadres qui sont là, c'est un bataillon c'est vrai, mais c'est comme une école aussi. Voilà pourquoi le bataillon n'admet aucune discrimination, bien que le nombre de femmes soit largement inférieur à celui des hommes. Donc je ne suis pas seule. Un peu, pas tellement comme les hommes. Mais xaw nañ fee sakkan aussi lu góor mën rek jigéen mën na ko comme li woykat bi waxoon ñaar loxo ñooy takk tubéy mais ñaar loxo ñooy takk sër aussi et c'est pas facile nga nekk ci ay biir góor boo foorul mentalement doo mën a dem. Le Sénégal a mis en place une musique des forces armées au lendemain des indépendances en 1961. Depuis lors, elle participe à rehausser les événements à caractère militaire, national et patriotique. Bu fekkee suñu njiiti réew dafa am gan buy ñëw fii c'est musique principale des forces armées moo koy tëggal hymne national am voilà da ko koy tëggal su fekkee aussi président bi day def ay déplacements au niveau de l'aéroport musique moo koy defal tamit moo koy tëggal voilà bu fekkee am na ay prestations ay cérémonies militaires yu mag aussi la musique est présente
donc ñooy def prestation yu mel noonu aussi. Voilà, donc cérémonie militaire yu bari yi ngeen gis ci réew mi da ngay gis la musique principale des forces armées day teew. Voilà, dafa nekk détachement bu am solo ci dispositif bi quand même. Au-delà de cette mission patriotique, la musique militaire est aussi une manifestation de souveraineté. L'armée a cette spécificité maanaam dañuy soxla loo xam ne dañuy autonome. Bu ñu soxlaa suñu orchestre jarul du ñu dem par exemple di jéggaani feneen par exemple. Voilà, c'est dans le cadre de cette autonomie là que l'armée a créé donc cet orchestre. Voilà, c'est toujours dans le domaine militaire bien entendu. Voilà, maintenant ñun am nañ ay xale yu xarañ yoo xam ne ci wàllu woowu quand même tey bu ñu la ko doon defal da nga naan c'est des civils alors que c'est des militaires. Ici, au camp général Idrissa Fall de Liberté 6, elle rayonne à travers toutes ses composantes et les instruments spéciaux qui lui donnent son aspect unique. On a les trombones, nous avons les trombones qui sont devant. Ensuite, il y a les trompettes. Je vais vous montrer une trompette s'il vous plaît. Nous avons les trompettes, nous avons les clarinettes, nous avons les saxos alto et les saxos ténors et la basse qui composent l'harmonie. De l'autre côté, nous avons la batterie qui est composée de 6 tambours, d'une grosse caisse et des instruments clairons qu'on appelle clairons. Et aussi nous avons 2 cymbales, n'est-ce pas? Donc qui constituent la musique principale. Mais elle est à différencier avec la fanfare, aussi bien dans les instruments que dans les rôles. Et la différence entre la musique et la fanfare, vous avez ici des instruments qu'on a dans le dispositif qu'on ne retrouve pas dans les fanfares. Donc une fanfare, c'est beaucoup encore plus réduite encore par rapport au nombre, par rapport à l'utilisation aussi des instruments. Chez le militaire, la musique a la faculté d'inciter à la bravoure, de faire naître des sentiments belliqueux, d'inspirer l'enthousiasme pour les substituer à la crainte du péril et de la mort. Elle ravive le sentiment patriotique chez le peuple lors d'occasions particulières telles que la fête nationale de l'indépendance, où l'harmonie et le tambour retracent l'histoire de tout un peuple à travers des mélodies dont seuls ces djambars ont le secret. Et c'est tout pour ce numéro de votre mag Grand Angle. Merci de l'avoir suivi. Place maintenant au cadrage, à la carte postale et au sommaire du prochain numéro. C'est une pratique qui se dégrade de jour en jour parce quand on fait la comparaison entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a nettement une différence. Et cette différence-là est liée au manque de professionnalisme et au manque d'encadrement et au manque de lois qui protègent les journalistes professionnels qui ont fait des études au CESTI, une formation de 3 ans en passant par un concours très sélectif et qui ont suivi une formation complète, qui sont de vrais professionnels des médias. Ces gens-là, on ne les voit pas souvent dans les médias parce que pourquoi les gens préfèrent aller prendre des gens qui n'ont pas fait de formation et qui ne sont pas payés sur la base de la convention collective des journalistes parce que ça leur facilite le travail économiquement et autres. Mais du coup, le produit fini, le contenu n'est pas parfait. Ce n'est pas un travail journalistique. Comme je l'ai dit tantôt, il ne suffit pas de maîtriser la technique pour être un bon journaliste. Ça ne suffit pas. Il y a des éléments, il y a le béaba, l'éthique, la déontologie, comment on traite un sujet délicat, comment on traite un sujet sensible, comment ne pas verser dans l'émotion et le sensationnel. Ils ne sont pas du tout respectés. Je vois beaucoup de gens qui se disent chroniqueurs. Mais la chronique, c'est le travail d'un journaliste. La chronique, c'est le travail d'un journaliste. C'est comme quand on dit les lanceurs d'alerte à la base. C'est un métier. Les premiers lanceurs d'alerte sont des Américains, Watergate. Ce sont les premiers lanceurs d'alerte. C'était des journalistes. Parce que le journaliste, quand il a l'information, il sait comment la traiter. Il ne va pas tout mettre sur la place publique parce qu'on lui a appris la collecte
et le traitement de l'information, la hiérarchisation de l'information et la protection de ses sources. Donc vous voyez, il y a nuance. Maintenant, je vois tout le monde qui dit je suis chroniqueur, mais chroniqueur en quoi? Où est-ce que vous avez appris ça? Il ne suffit pas de parler devant un micro, derrière la caméra pour se dire chroniqueur. La chronique, c'est le travail du journaliste. C'est ça le problème. Et je pense que les associations professionnelles de défense des droits des journalistes, telles que Synpics, Cored, CRJS, tous ces gens-là, et nous aussi, CESTI, École de journalistes, on doit essayer de collaborer pour combattre ça, si ce n'est trop tard, combattre ça, parce que ça rétrograde les métiers au fait de journaliste, et le journalisme est un métier très sacré. Mais effectivement, parce que c'est comme je vous disais, tout le monde, les gens qui pensent qu'ils ont une petite chaîne YouTube, ils sont ils font des lives sur Facebook, ils sont des journalistes, ils ne sont aucunement des journalistes. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Mais ça aussi, il y a une part, une part que je vais incomber aux journalistes. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de journalistes qui vont s'informer via les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont dans la précipitation, avoir le buzz. Je vais faire le buzz, je vais avoir le scoop. Donc, si par exemple un liveur donne une information, certains journalistes ne prennent même plus la peine d'aller vérifier l'information parce qu'ils se disent un tel l'a donné sur son compte Facebook, Twitter ou je ne sais quoi. Donc moi aussi, il faut que je donne cette information-là, sinon je suis has-been. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le métier demande des techniques. Le métier demande la patience parce que la vérification des faits est sacrée dans le métier.
Monseigneur André Gueye tourne une page importante de son ministère en quittant le diocèse de Thiès. Le 3 mai 2025, il prend officiellement possession du siège archiépiscopal de Dakar lors d'une cérémonie riche en symboles et en ferveur. Fidèles et autorités lui rendent un hommage appuyé pour son engagement spirituel et son ouverture au dialogue. Une transition historique du nouveau pasteur de Dakar au parcours exceptionnel. Au premier regard, rien ne laisse penser qu'on est en face d'un marché. Aucune enseigne, aucune indication. La devanture est principalement occupée par des mécaniciens très bien installés pour y pratiquer leur métier. La zone est réputée très rythmée du fait de la forte fréquentation. De loin, on aperçoit la fumée qui dégage de l'intérieur. On est bien au marché Bignona de Grand Yoff.